This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. La technologie. Donc, j'espère avoir pu, à travers ces 1 an et demi de cours sur les sophistes, redorer un peu le blason de nos chers amis, montrer comment finalement une philosophie moderne pouvait faire bon ménage avec des valeurs a priori suspectes pour la philosophie traditionnelle. Je pense à des valeurs, d'ailleurs il suffit de le dire pour qu'on voit de quoi je parle, l'argent, l'amoralisme, l'impossibilité de toute vérité. Enfin, quand vous dites qu'il n'y a pas de vérité, vous exposez forcément à un débat. La volonté de puissance, le terme fait problème puisque on pense tout de suite à Nietzsche et à ces cohortes de nazis qui ont repris ses écrits pour les transformer. L'évanouissement du réel, c'est-à-dire que pour les sophistes, il n'y a pas de réalité, il n'y a que des apparences. Alors, donc il n'y a pas d'apparence, donc il n'y a que le réel. Vous voyez donc, un petit peu dans quoi on s'engage, mais aussi, avec tout ça, l'éloge du langage, donc le mensonge, le vol, tout des pratiques que nous, êtres humains, nous accomplissons dans la vie de tous les jours, et qui, finalement, lorsqu'il s'agit de parler sérieusement, lorsqu'il s'agit de parler de philosophie, à ce moment-là, on met à la porte, on renvoie, ça passe aux oubliettes. Donc toute cette étude sur les sophistes était adossée aux vertus du langage. Parce que pour le sophiste, la plupart du temps, le langage est ce qui permet de survivre au monde, au sens étymologique, au sens étymologique de vivre au-dessus des hommes. C'est-à-dire que le langage permet, la plupart du temps, aux sophistes de triompher de tout. Tout ça par les artifices de la langue, les artifices de l'intelligence, mais, encore une fois, l'intelligence et la pensée s'exprimant par le langage, eh bien, c'est l'arme de prédilection des sophistes. Et ils maîtrisent cet outil remarquable, ils se frayent un chemin, une place dans la société du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est le siècle d'or. Et c'est vrai que quand on y regarde, rien ne semble pouvoir échapper à la puissance des sophistes. Périclès, donc, qui a été élu 10 fois stratège, maîtrisait remarquablement bien l'art du discours, Thucydide, etc. Enfin tout, on pourrait passer en revue, la politique, la guerre, la religion, rien n'échappe au langage. Et quelque part, la philosophie moderne ne peut plus faire l'économie de ce qu'on appelle après la philosophie analytique, la philosophie du langage, qui est quand même une grande partie de la philosophie qui est enseignée dans les universités aujourd'hui. Donc le sophiste embrasse le réel dans son ensemble, grâce au langage. Et par contre, on trouve un point d'achoppement sur la question de la force physique, c'est-à-dire que ce langage se trouve réduit à néant lorsque le sophiste est confronté à de la force physique. Je pense par exemple à Hippias, dont on avait parlé en ces lieux mêmes. Hippias qui finit assassiné, paraît-il, pour avoir comploté contre sa cité. On en trouve d'autres aussi, par exemple Critias lui aussi meurt assassiné, et quelque part Critias lui apportait un remède au poison dont il est mort en quelque sorte, qui serait le talon d'Achille, c'est-à-dire que le langage ne peut pas tout, lorsqu'on est confronté à une menace physique, avec son invention, la création de l'idée de volonté de puissance. On l'avait bien vu, donc c'était notre dernier sophiste, avec la volonté de puissance. Donc le sophiste sait tout, donc l'omniscience, et avec Critias, il peut tout, l'omnipotence, et on avait vu comment aussi cette omnipotence permet de doubler le sophiste de la figure de Dieu et de justifier la création de la religion en disant, après tout, celui qui a inventé la religion, a trouvé une clé pour maîtriser les hommes, puisqu'il suscite la peur chez eux, et finalement l'objectif de la sophistique, l'objectif de la rhétorique, c'est de susciter la peur chez les uns et chez les autres. Et donc Dieu, c'est le sophiste. C'était un petit peu la conclusion de notre dernier séminaire. Et
on en est arrivé à des valeurs clés comme, donc pour finir de résumer sur la question des sophistes, les valeurs qu'on trouve, c'est l'égoïsme, l'individualisme quelque part, et le relativisme. Voilà à quoi conduisait notre étude des sophistes. Eh bien, ça nous permet de nous accepter tel que l'on est. C'est un petit peu ça que je veux dire avec cette histoire de philosophie voyou, c'est-à-dire accepter l'homme tel qu'il est, ne pas se faire d'illusions, pas de maquillage culturel. Chacun roule pour soi, c'est vrai, et après tout c'est très bien comme ça, mais d'un autre côté je vous rappelle que les sophistes n'ont jamais négligé le ciment de la communauté, puisque la plupart du temps l'amitié, donc philia en grec, et l'homonoia jouent un rôle extraordinaire dans la construction de la philosophie des sophistes. C'est-à-dire que la plupart du temps, même s'ils ont un système très relativiste, très réaliste, voire pessimiste dans la bouche de certains, eh bien, l'amitié est là pour cimenter la société et faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble. Donc ça n'est pas un gouffre noir dans lequel on se jette lorsque on suit la philosophie des sophistes. C'est simplement l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Cependant, il y a quand même un petit problème, c'est que cette éthique des sophistes, donc de cette première salve des philosophes voyous, elle est utilisable, praticable dans des temps de paix et d'opulence. Je m'explique. Une société dans laquelle le langage a voix au chapitre, dans une société dans laquelle on peut discuter des idées, on peut convaincre les uns, les autres, on peut se faire élire justement grâce à sa voix, c'est une société forcément calme et sereine. Je rappelle, la plupart des sophistes sont des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui sont capables de négocier et de faire en sorte que ça se passe pas mal, qu'on n'en vienne pas aux mains et qu'on dégaine pas les glaives. C'est ce siècle d'or, comme je le disais tout à l'heure, tel qu'on le trouve dans les manuels. Quelque part, ce siècle des gros salaires, puisque je vous rappelle que les sophistes gagnaient à peu près, si ma mémoire est bonne, 500 mines par jour, ce qui était 5 fois le salaire mensuel d'un artisan. Donc, ils se faisaient beaucoup d'argent. Donc, une société dans laquelle ce type de salaire est possible pour ce type de service, à savoir apprendre aux gens à parler, c'est une société opulente, riche, qui fonctionne bien. C'est la société de la Ligue de Délos. Je vous rappelle que les Athéniens ont cette bonne idée de liguer toutes les cités du pourtour de la mer Égée pour constituer un trésor qu'on va placer à Délos, d'où la Ligue de Délos, en agitant l'épouvantail de la menace mède, de la menace des Perses. Et qu'est-ce que fait Périclès? Il utilise cet argent pour construire le Parthénon. Encore une fois, c'est un joli sophiste, un joli philosophe voyou. Il a récupéré l'argent, il a construit le Parthénon devant lequel on s'extasie, en oubliant qu'il s'agissait d'un vol et que ça avait été racketté aux petites tribus de la mer Égée qui parlaient même pas vraiment le même grec. Donc, il nous faut, dans l'élaboration de cette philosophie, il me fallait des philosophes qui servent autant pour les temps de crise et de privation, quand les gros salaires viennent à manquer, que les emplois ploient sous la fracture économique, les fractures financières, que le matin on était habillé, le soir on se retrouve nu, et que rien ne peut, et je souligne le verbe pouvoir, rien ne peut être fait. C'est-à-dire que ni la volonté de puissance, ni le langage, ni rien ne peut être fait. L'homme est confronté à quelque chose qui le dépasse, une situation extrême où la volonté de puissance ne change rien, mais où finalement c'est le monde qui change l'homme. Donc je voudrais bien insister en introduction sur cette situation, c'est-à-dire que la philosophie cynique telle qu'on va la voir aujourd'hui, elle est faite pour les temps de guerre, pour les temps de privation, elle est faite pour des temps où finalement on est désemparé. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est totalement désemparé? Eh bien c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Recours à Antisthène et à son bâton doré, c'était le titre du séminaire, pour penser le manque absolu, pardon. Et j'insiste sur le mot absolu encore une fois. Alors, introduction sur notre Antisthène.
Antisthène, je le définirais comme un triple voyou. Alors pourquoi? Parce qu'il est d'abord l'élève de Gorgias, qui est l'un des grands sophistes, puis ensuite l'élève de Socrate, qui est lui aussi un sophiste, tel que je vous l'avais présenté l'année dernière. Et enfin, c'est le précurseur, selon certains, l'inventeur et le premier des cyniques, selon d'autres. Donc cyniques, ces philosophes qui prennent pour modèle le chien et qui étaient réputés pour mordre les passants s'ils s'approchaient un peu trop près. Donc premièrement, notre philosophe Gorgias, je vais un petit peu rafraîchir la question. Comme beaucoup de jeunes gens à Athènes à l'époque, il a dû écouter le Gorgias, le Sicilien, donc qui est de cette ville en Sicile qui s'appelle Léontium. Et Gorgias, dans un de ses voyages à Athènes, enseignait et charmait la jeunesse athénienne, dont Antisthène. Donc Antisthène suit ses cours, et il est formé en rhétorique, nous dit Diogène Laërce. Ce qui se retrouve dans ces dialogues. Malheureusement, les dialogues d'Antisthène sont perdus, mais on sait par d'autres sources que il maîtrisait de manière extrêmement précise et fine l'art de la rhétorique, et que lui aussi charmait son auditoire tel que Gorgias le faisait. Qu'est-ce qu'on trouve de la pensée de Gorgias chez Antisthène? Alors, c'est pas là où on attendrait. On pourrait s'attendre à trouver un éloge du mensonge, un éloge de l'artifice, un éloge de la ruse. Pas du tout. C'est le concept d'humour. Antisthène est connu pour son humour, qu'il utilise comme une arme, comme un excipient, et je dirais même comme un concept philosophique. Pour Antisthène, le rire a place en philosophie. Alors, vous me direz, je suis peut-être pas d'humeur extrêmement joyeuse, mais il suffit de regarder, c'est vrai, la plupart du temps, la tête d'un professeur de philosophie pour se dire, ça doit pas être marrant tous les jours ce qu'ils font. Antisthène, lui, pratiquait la blague philosophique, donc il faudrait peut-être remettre ça à l'honneur. J'ai vu d'ailleurs qu'un Américain avait écrit un livre sur la question. Enfin, ce sont des blagues philosophiques. Enfin, il n'y a pas de quoi se plier en deux, mais en tout cas, ça a le mérite de ressusciter ce que Antisthène avait initié. Donc cette question de l'humour. Et cet humour, il faut le rattacher à l'enseignement de Gorgias. Même si Gorgias n'est absolument pas connu pour son comique, mais je vais rappeler un petit peu comment on en arrive à la question de l'humour. C'est-à-dire que pour Gorgias, donc, le pour et le contre sont équivalents moralement. C'est-à-dire une chose et son contraire, c'est pareil. La seule chose qui va faire la différence et qui va me permettre de décider à un moment donné d'opter pour, donc de décider pour un choix, eh bien c'est ce qu'on appelle le kairos, donc en grec, le moment opportun. Ce moment opportun, encore une fois, c'est celui que connaît, j'aime bien cet exemple, le sniper qui est installé dans un petit immeuble en haut et qui attend sa cible. C'est-à-dire que s'il tire trop tôt, il rate la cible, s'il tire trop tard, il la rate. Voilà, c'est ça le kairos. On peut trouver bien d'autres exemples, par exemple dans la finance, tous des gens bien qui participent à faire en sorte que le système tienne debout. Eh bien, ce kairos, en philosophie, il fonctionne, et quelque part, il va être aidé. L'adjuvant, c'est la peito, la persuasion en grec, qui passe par les figures de style. Donc les figures de style, les sonorités, et également une des facettes de la rhétorique, eh bien, c'est l'humour. C'est ce qui va permettre à un orateur de capter son auditoire, de le renverser. Je dirais que l'humour est à la rhétorique ce que certaines mises au sol de projection sont au judo, c'est-à-dire qu'on croit maîtriser la situation, et puis tout à coup, par un effet de renversement soudain, on se retrouve au sol, les omoplates collés contre le tatami. C'est ça, en fait, l'humour version Antisthène. Et on a mal évalué l'importance de l'humour. C'est rare qu'on l'étudie dans les textes de littérature. Et je vais vous donner un exemple tout de suite de ce que pouvait faire Antisthène. Un jour, un jeune homme s'adresse à Antisthène et lui demande... Bon, je ne sais pas si vous êtes préparé à rire. Vous allez voir, c'est insoutenable. Et il demande à Antisthène ce qu'il faut pour devenir son disciple.
Alors, Antisthène lui répond, un petit livre neuf, en grec kainou, pour le neuf, un stylet neuf, kainou, et une tablette neuve, kainou. Et il faut savoir que nous, en grec, nous, c'est l'esprit. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous suivez la blague, enfin Bigard n'a qu'à bien se tenir. Donc neuf, nouveau, hein, kainou c'est et nouveau, et nouveau, et nouveau, donc et de l'esprit, et de l'esprit, et de l'esprit. Hein, il y a un magnifique jeu de mots à faire pâlir n'importe quel humoriste. Mais par contre, si on s'intéresse un petit peu plus à cette blague, donc pendant des années, on a lu Antisthène, on a lu Antisthène en se disant, bon, ce type était un blagueur, enfin, je veux dire, bon, ça va, c'est pas vraiment, ça mérite pas qu'on s'y arrête. Mais dans cette réponse, il y a quelque chose d'initiatique et, je dirais, à la limite de performatif, c'est-à-dire que à partir du moment où le disciple comprend qu'il y a blague, alors à ce moment-là, ça veut dire que c'en est un. Hein, donc peut-être qu'il se reconnaissait par un petit clin d'œil. Par contre, s'il se précipite à la librairie du coin de l'époque pour s'acheter un petit livre, un stylet et une tablette, à ce moment-là, il est grillé, c'est fini, plus la peine de venir supplier Antisthène pour suivre ses cours. Donc il se désigne d'emblée par son esprit. Et la chose intéressante aussi pour nous, c'est qu'il crée un rapport entre, d'un côté, nous, donc en grec l'esprit, et la nouveauté. Et c'est riche d'enseignements, puisque il faut attendre, je dirais, Saint Thomas d'Aquin, et puis après Descartes qui le rend célèbre, pour avoir ce concept de table rase, de tabula rasa, c'est-à-dire que si tu veux suivre mes cours, donc si tu veux devenir un philosophe, après nous dira Descartes, il faut que tu vides ton esprit de tous les préjugés que tu as pu accumuler sur ton compte hein, depuis que tu fais de la philosophie, depuis que tu enseignes. C'est dans le début du discours de la méthode, hein, Descartes dit la première chose qu'il faut faire pour philosopher, c'est se débarrasser de ses préjugés. Il le dit aussi dans les règles pour la direction de l'esprit, donc c'est quelque chose d'important, ce qu'on appelle la tabula rasa, qui est après repris par bien d'autres philosophes, mais elle trouve un début avec Antisthène, puisqu'il fait un lien entre la nouveauté et l'esprit, le savoir, la connaissance. Finalement, lui, il ne l'applique pas tellement à la théorie de la connaissance comme a pu le faire Descartes, il l'applique essentiellement à l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois une position, je dirais, initiatique et qui rappelle un petit peu une secte et qui, à mon avis, faisait que les philosophes dans l'Antiquité auraient été taxés aujourd'hui de sectes, c'est-à-dire qu'ils étaient habillés tous de la même manière. Donc, dans le cas des cyniques, on va insister, mais ils avaient tous une barbe, un manteau uniquement. Hein. Le reste dessous, je pense, était dans le plus simple appareil. Ils avaient un bâton et ils avaient une besace. Donc, quand vous voyez passer 2-3 cyniques, vous disiez, bon, tiens, voilà encore une bande d'allumés. C'est une secte. Donc, enfin, dans notre terminologie à nous. Et finalement, si tu veux rentrer dans cette secte, eh bien, tu dois faire don de tout ce que tu as, tu abandonnes tes richesses, tu oublies tout ce que tu... Et alors, ce que veut dire, bien évidemment, Antisthène, c'est abandonne ta manière de penser que tu avais eue avant. Hein. Mets tout ça à la poubelle, tu vas plus en avoir besoin, tu repars sur du frais, sur du neuf. Voilà, dit de manière un petit peu vulgaire ce qui se passe, mais... c'est le signe d'une initiation à des valeurs nouvelles qui vont changer radicalement le quotidien. Et c'est ça qui est intéressant dans la philosophie antique, c'est qu'il y a un changement du quotidien, ce que Pierre Hadot a appelé une conversion, mot à mot, c'est-à-dire qu'on se tourne et on ne peut pas philosopher si le quotidien est identique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, si on va à un cours de philo, enfin... on verra après la conférence ce soir si j'en ai convaincu certains, mais bon, on va encore en philo, je sais pas, par exemple, on s'habille avec un costard cravate, et puis bon, on repart, on écoute le cours, on se barre, et puis dans la vie de tous les jours, on porte le costard cravate, il n'y a pas de problème. Mais eux, dans l'Antiquité, c'était très différent. S'ils suivaient les cours d'un philosophe, eh bien, hop, à ce moment-là, on change radicalement. Je suis pythagoricien, je m'habille entièrement en blanc. Hein. Donc aujourd'hui, je sais pas, ça serait BHL, enfin, je sais plus s'ils portent du blanc, puisque
plus blanc que blanc, il porte plus rien, je crois qu'il est torse nu sous ses costards, mais c'est ça, c'est un peu ça l'état d'esprit. C'est-à-dire c'est un état d'esprit, si vous voulez philosopher avec votre esprit, changez la manière d'habiller, changez votre manière de vous comporter. Et c'est ce qu'Antisthène va faire avec son second voyou, Socrate. Donc avec Socrate, c'est le coup de foudre philosophique. On a 2 témoignages, Diogène Laërce et Xénophon qui nous le rapportent. Et quand il le rencontre, il met tous ses biens en vente, pas de problème, et il exhorte ses propres disciples à devenir les condisciples de Socrate. Donc finalement, il applique aux autres ce qu'il avait dit en blaguant à un apprenti ou un disciple qui venait proposer son noviciat. Donc voilà, on a un Jérôme qui nous rapporte même qu'il vend tous ses biens et qu'il ne garde pour lui qu'un petit manteau. Donc quel est l'héritage socratique? Puisque Socrate est connu pour son austérité, mais il n'est pas connu quand même pour n'avoir eu qu'un seul petit manteau. Il avait une vie à peu près normale, Socrate. Eh bien, ce qui garde de Socrate, c'est premièrement la fermeté d'âme. J'insiste sur le mot fermeté. L'impassibilité aussi. Et Antisthène est extrêmement séduit par Socrate, extrêmement séduit par ces 2 qualités. Il est séduit par l'exemple d'un individu qui met en conformité ses actes avec sa pensée. Alors là, encore une fois, la plupart du temps, on pourrait regarder les philosophes qui mettent en accord et en accordance leur pensée avec leurs actes. Eh bien, Socrate, semble-t-il, était de cela. Il faisait ce qu'il disait. Donc, assez étonnant. Alors, ça explique peut-être la postérité socratique, mais bon, c'est pas notre question ce soir. Mais on se trouve confronté à un exercice spirituel qui était pratiqué dans l'Antiquité. On n'en entend plus beaucoup parler de ces exercices spirituels. D'abord parce que, encore une fois, si le professeur de philosophie faisait ça avec ses élèves en classe terminale dans le système français, ou si on faisait ça à la faculté de philosophie, encore une fois, le professeur pourrait mettre les clés sous la porte ou remplir son carton, comme dans les films, et partir chercher du travail ailleurs. On ne fait pas d'exercice spirituel parce que on serait accusé d'être un gourou. Et à l'époque, c'est bien le contraire. Si on ne fait pas d'exercice spirituel, on est un ringard, on n'a pas de disciples. L'exercice consiste à une vigilance de tous les instants. Ce que j'appelle la vigilance philosophique, ce qu'on pourrait aussi appeler préparation mentale, visualisation. Il y a plein de termes qui ont été repris par des méthodes de sophrologie, par le yoga, en langue française. Le profit de la philosophie pour Antisthène, c'est d'être prêt à toute éventualité. Je le cite, « Il n'y a rien qui puisse surprendre le sage ou le laisser désemparé ». Donc cette affirmation fait office d'injonction, c'est-à-dire qu'il faut absolument se consacrer à cet exercice philosophique qui est de se préparer à toute éventualité. Mais on est d'accord que être prêt, c'est une chose, et puis l'exécution en est une autre. Quand on est confronté à une éventualité qui s'est transformée en accident, c'est-à-dire au sens étymologique de quelque chose qui tombe dans votre univers et dans votre monde, c'est plus difficile. Cependant, Antisthène, lui, est présent aux côtés de la mort de Socrate. Il fait partie de ses disciples qui le suivent jusque dans la prison. Alors que Platon, qui est connu pour avoir écrit le corpus socratique, les dialogues socratiques, eh bien, notre cher Platon était malade ce jour-là. C'est d'ailleurs l'objet d'un joli livre de Claude Pujade, Renaud, qui porte le titre de Platon était malade. Bizarrement, le cher disciple n'était pas là le jour de l'exécution de son maître. C'est un petit peu suspect, vous en doutez bien, mais c'est aussi l'épreuve que les relations entre Socrate et Antisthène étaient très proches. Peut-être, ça on ne le sait pas, c'est ma théorie, peut-être que Platon s'est vu refuser, puisqu'on voit mal comment ça aurait pu se passer autrement, s'est vu refuser l'entrée dans la cellule au moment de la mise à mort, puisque je pense que quand on va mourir, on a envie qu'il y ait des gens qu'on aime bien, et pas forcément des gens qui racontent des salades sur vous. Vous savez que ma thèse, c'est que Platon, la plupart du temps, est un écrivain génial, mais qui invente, qui brode, qui raconte.
La preuve, c'est qu'il n'est pas contemporain véritablement de Socrate, et que quand il meurt, il a la trentaine, enfin il n'a pas vraiment eu le temps de tisser avec lui des relations affectives qui font qu'on peut écrire sept tomes de dialogue. Bon, ça paraît étrange, donc je pense que Socrate a dû le repousser. L'autre preuve de ce lien entre Antisthène et Socrate, et qui sauve encore une fois Socrate des eaux platoniciennes, c'est qu'ils ont combattu ensemble dans le Dème, donc dans la région de Tanagra, pour le siège d'Élion. Donc Délion était une petite ville dans la guerre du Péloponnèse qui a fait l'objet d'un joli siège, dans lequel Socrate s'est illustré pour sa fermeté d'âme, son impassibilité. C'est rapporté dans le banquet de Xénophon. On le voit marcher dans la neige, pieds nus. On pourra essayer demain après-midi, enfin on ne tient pas très longtemps. Surtout quand on a en face de soi d'autres guerriers qui pensent qu'il y a une seule chose, c'est vous couper la gorge et vous transformer en outre pour mettre de l'eau ou stocker des choses. Enfin la moindre des choses. Donc Antisthène, Socrate, même combat, proximité, amitié, et on retrouve même quelque chose d'assez frappant, et je dirais d'assez touchant chez Antisthène, c'est qu'il en vient à imiter son propre maître. Alors souvent entre les professeurs et les élèves, on voit une sorte on se rend compte d'une sorte de mimétisme entre le maître et l'élève. Souvent l'un imite l'autre. Et là, j'ai trouvé pour vous une phrase qui est assez proche. Antisthène prononce après Socrate, au sujet de l'amour, au sujet des femmes, au sujet du mariage, épouse une belle poulette, tu la partageras, épouse une laide, tu en pâtiras. Vous voyez ? Mais après tout, finalement, c'est quand même pas si loin de la vérité. Si elle est belle, forcément, il y en a d'autres qui vont s'y intéresser, elle va finir par craquer, puisque certains dégainent plus vite que leur ombre. Et si elle est laide, c'est sûr, personne n'y touche, mais dans ces cas-là, c'est quand même pas un cadeau. Et alors, chez Socrate, on a une autre phrase qui dénote la même philosophie, que tu te maries ou non, tu le regretteras. Donc finalement, on a un petit peu le même balancement rhétorique, le même thème et la même conclusion. Bon, ça revient au même. Donc finalement, faisons contre bonne pitié, bon cœur, non. Mauvaise fortune, bon cœur, merci. Et voilà, mais c'est fou cette imitation qu'Antisthène en vient même à faire du discours socratique. L'autre point de ma page, entre l'un et l'autre, c'est que la vertu suffit à rendre heureux. Donc c'est une idée socratique, c'est-à-dire que le fait de rechercher la vertu, il faut s'entendre sur qu'est-ce que la vertu, mais le fait de rechercher la vertu, eh bien, suffit à rendre heureux. Et chez Antisthène, lui, je dirais, c'est l'extrémiste socratique. Il va pousser ça jusqu'au bout, et il va faire de la vertu. Eh bien, la vertu, c'est quoi ? C'est l'ascèse, c'est-à-dire askeo en grec, ça veut dire l'entraînement, l'exercice, la privation même, donc ascétique, il suffit de dire ascétique pour sentir dans les tympans ce que ça fait d'être ascétique, et de l'exercice spirituel de la privation, une vertu. Donc voilà, vertu, ascèse, vertu, même combat. Mais pas n'importe quelle vertu, on va la voir, une vertu qui est gênante pour la société, une vertu qui dérange. La vertu, selon Antisthène, c'est pas suivre la loi de la cité dans laquelle je me trouve. Et on en arrive au troisième voyou qui loge dans le même homme, Antisthène, donc Gorgias, Socrate, et on arrive au cynique. Donc Antisthène finit par s'incarner lui-même en tant que sage et philosophe qui restera dans la tradition philosophique. Et après la mort de Socrate, il finit par s'installer dans un gymnase qui s'appelle le Cynosarge. Donc le Cynosarge, du nom, donc kunos en grec qui veut dire le chien, et sargein, alors sarkos, qui peut-être veut dire la viande. Pourquoi ? Parce qu'un chien aurait volé une viande qui était préparée pour un sacrifice et se serait enfui... l'a manger, s'embaffrer,
au niveau du gymnase qui a porté le nom de cynosarge, donc l'endroit où le chien a volé la viande du sacrifice qui a été mangée à cet endroit-là. Donc voilà pourquoi cynosarge. C'est l'une des explications. Après, les néoplatoniciens ont dit, ça s'appelle cynosarge parce que les cyniques, ils donnent leurs cours, et ils s'appellent cyniques parce qu'ils vivent comme des chiens, c'est-à-dire que entièrement nus, sans se raser, sans se préoccuper absolument des apports culturels, des apports de la société. Antisthène a porté, lui, le nom de vrai chien. Alors, c'est dur à traduire du grec, mais c'est ce qui on gloserait comme la meilleure traduction possible, le vrai chien. C'est quoi être un chien? Être un chien au 5e siècle avant Jésus-Christ? Pas beaucoup de témoignages de clébards. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'ils ne vivent sans aucune possession. C'est-à-dire qu'on se dépare de tout ce qu'on a, on vend. On vend sa belle voiture, on vend sa maison, on vend ses fringues, on vend tout, et on garde un vieux manteau. S'il est beau, c'est pas la peine de le garder. On garde une vieille fripe dont on se servait pour faire le ménage, et on n'a plus que ça. Donc, été comme hiver, ça doit être rude. Alors, c'est pratique, puisque dans la journée, ça vous sert de garde-robe. Et puis, dès que vous voulez vous coucher, eh bien, vous enlevez votre manteau, et puis vous en servez comme d'une couverture. Donc, c'est extrêmement pratique. Ne pas se raser aussi, c'est ça pour les Athéniens. Donc, ce qui nous dit aussi que les Athéniens devaient se raser. Enfin, en tout cas, dans la coutume, c'était le cas. Et la besace. Alors la besace, elle est bien nécessaire, puisqu'on voit mal comment aussi Antisthène aurait pu écrire 60 livres, puisque c'est tous les titres qu'on a, qui nous sont recueillis, 60 livres, sans avoir pu se promener avec un petit stylet, un petit cahier. Et enfin, un bâton. Donc, en tout cas, ce que veut le sophiste, c'est le refus de la culture, le refus, encore une fois, je cite ce mot, le refus du nomos, qui veut dire la culture en partage, le refus du nomos et la célébration de la nature pure, c'est-à-dire qu'on verra ensuite avec Diogène, je dis ça pour vous animer, pour vous réveiller, pour penser que la suite du cours va être extrêmement excitante, les sophistes faisaient l'amour sur la place publique. Voilà. Les cyniques, excusez-moi, ça me trouble tellement que j'en perds mon latin. Cette comparaison avec le chien, elle est aussi éminemment moderne, quelque part, puisque le cynique se considère comme un mammifère comme les autres, après tout. C'est un cousin, on pourrait dire le singe est un cousin de l'homme, mais pour lui, rien ne distingue l'homme du chien, joyeux anniversaire, ne se soucier que de soi, c'est le premier élément du chien, c'est-à-dire que le chien ne se préoccupe que de lui-même, si ce n'est de sa queue et puis de manger un petit peu. Manger, boire, se nourrir, satisfaire ses besoins naturels, par exemple comme le désir sexuel. Antisthène le dit à plusieurs reprises, si vous avez envie de faire la chose, vous tirez $5 et vous allez vous offrir une prostituée à $5. C'est aussi simple que ça. Pas la peine de s'énerver, pas la peine de regarder des magazines en se disant c'est celle-là que je veux, elle est blonde, elle est brune, elle a telle caractéristique, et de rêvasser, fantasmer pendant des heures. Il suffit d'aller là où il faut aller, puisque je ne vais pas vous donner les bonnes adresses non plus. D'autre part, la philosophie du chien, c'est de se reproduire l'espèce. Donc là, encore une fois, Antisthène est fidèle à l'espèce canine, puisque il faut reproduire l'espèce, mais avec des êtres forts. Antisthène le précise. Donc, si vous avez l'envie, en tant qu'homme ou en tant que femme, de vous reproduire avec un mannequin maigre qui n'est pas capable de porter l'enfant, ça n'est pas un choix cynique. Il faut prendre plutôt quelqu'un qui est bien en chair, qui pourra supporter la grossesse. Et puis, le cynique, eh bien, c'est l'éloge de l'aboiement, du jappement. Quelque part, quand Antisthène répond des traits d'humour, des blagues, des coups de tête ironiques, eh bien, c'est tout simplement, encore une fois, dans la tradition du chien qui aboie, qui jappe et qui utilise sa mâchoire quand il le faut. Voilà comment atteindre le bonheur selon le cynique.
Alors, deuxième temps, j'en viens à notre titre sur le bâton doré. On va voir un petit peu à quoi ça sert. Pourquoi le Antisthène et le bâton doré? On va voir un petit peu comment on se sert du bâton, quelles sont les prises qu'on peut faire avec. Je vous ai dit déjà que c'était l'un des attributs préférés des cyniques, donc ils se promènent toujours avec leur petit bâton. Et le premier usage qu'on peut faire d'un bâton, c'est bien évidemment de frapper son prochain. Et qui sont frappés, ce sont les disciples. À un moment donné, Antisthène voit se pointer auprès de lui quelqu'un qui lui dit « Mais comment ça se fait que tu aies aussi peu de disciples ?» Et il lui répond « Parce que je les chasse avec un bâton d'argent. Alors j'ai transformé l'argent en or pour que ça soit plus clinquant, plus bling-bling, mais ça permet aussi d'accentuer la métaphore financière. Je m'explique. Le bâton, à l'époque, symbolise le rapport entre le maître et l'élève. On n'a pas de règles de l'éducation, des ministères de l'éducation qui interdisent les professeurs de frapper leurs élèves. Quand ils font une petite faute, on sort un petit fouet, une petite baguette, ou vous savez ces petites choses qu'on trouve près des vignes lorsqu'on cultive le vin. On enlève les feuilles et puis on fouette, c'est extrêmement efficace. Eh bien, ils avaient ce genre de petit bâton pour faire avancer le cours. Et le bâton d'argent aussi, c'est quoi? C'est que finalement, peut-être qu'Antisthène a fait payer ses cours, première hypothèse, puisque c'était un disciple des sophistes, et que contrairement à Socrate, il s'est peut-être fait payer des honoraires. L'autre possibilité, c'est que c'est une métaphore pour dire que l'enseignement du philosophe, l'enseignement du sage, l'enseignement du cynique, eh bien, ça vaut son pesant d'or. Il faut en profiter, et c'est pas n'importe qui peut y accéder. Ce bâton appelle la sélection, c'est-à-dire que le disciple, donc on va imaginer la scène, on a un disciple qui s'approche d'Antisthène et qui lui fait du coude en disant « j'aimerais bien être ton disciple ». À ce moment-là, coup de bâton retourné en pleine tête, le disciple est un petit peu sonné et Antisthène observe, il regarde si le disciple part en courant et prend la poudre d'escampette, ou s'il se pointe là en disant « j'attends la suite ». Et c'est intéressant puisque ça permet au philosophe de faire la sélection. Le philosophe sait distinguer les bonnes et les mauvaises herbes. À un moment donné, d'ailleurs, Antisthène fait remarquer aux Athéniens en disant « mais pourquoi vous votez pas aussi pour avoir... vous faites pas un système pour voter pour avoir des ânes ou des chevaux ?» Sous-entendu, le système démocratique est incapable de faire la sélection entre les bons et les mauvais. Vous avez des gouvernants qui sont dans un système démocratique. Par exemple, aux États-Unis, on pourrait être servi si on commençait à s'y intéresser. Mais on est dans une démocratie et on est gouverné par des gens qui sont mauvais, au sens propre, figuré, dans tous les sens, comme vous voulez, par devant, par derrière. On retrouve donc cette idée de sélection des disciples chez Antisthène. Et qu'est-ce qu'on observe? L'entêtement de l'élève à vouloir suivre l'enseignement, qui est le signe d'une maturité, d'une fermeté d'âme, qui est le signe aussi d'une confiance sans commune mesure. C'est-à-dire que j'ai confiance dans le professeur, je sais ce qu'il va m'apporter, et c'est pour ça que je reste debout, la mâchoire fermée, prêt à entendre la suite du cours. Ce qui est bien avec le bâton, d'ailleurs, on devrait peut-être songer à le rétablir, c'est qu'on évite les effets de mode. On évite la signature sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au cours d'un cynique parce que c'est à la mode, prendre une volée de bois vert et puis dire « ouais, c'est génial, super, je me suis fait rouer de coups ». Ils ne peuvent pas venir pour les coups de bâton, on ne peut pas les suspecter pour ça. On peut se concentrer grâce au bâton sur l'essentiel, travailler sur la vertu, et c'est finalement une référence directe à Héraclès, Hercule pour les latins, Héraclès pour les grecs, qui trimballe toujours avec lui une sorte d'énorme gourdin, donc qui lui permet d'assommer 2-3 personnes à l'occasion, et qui permet aux cyniques, à chaque fois j'ai envie de dire sophiste, qui permet aux cyniques de retrouver cette valeur qu'on trouve peu en philosophie, qui est la valeur de la force. Le philosophe cynique a la force de choisir le disciple, et il doit transmettre, grâce à ce bâton, par une sorte d'énergie magique, il transmet au disciple cette force, cette impassibilité, cette fermeté d'âme qui est si importante pour obtenir la vertu.
Donc, pour Antisthène, je l'ai dit, oui. Après, mais si vous pouvez, merci beaucoup, si vous pouvez noter la question, merci beaucoup. La vertu suffit à se procurer le bonheur et elle n'a besoin de rien d'autre que de la force. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que si vous voulez chercher la vertu, il suffit d'utiliser la force, et cette force, eh bien, quelque part, on l'a en soi ou on l'a pas. Pourquoi la vertu ? On pourrait songer tout de suite à vertu, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on songe à un arrière-fond judéo-chrétien, c'est-à-dire en disant vertueux, cette dame est bien vertueuse. Ça n'est pas du tout ça dont il faut agir. Je rappelle que vertu vient du mot latin vir, VIR, qui signifie l'homme, et qui a donné des mots comme virilité, vertu. Et la vertu de la vertu, eh bien, c'est tout ce qui caractérise l'homme, c'est-à-dire la force, la puissance, le courage. Donc voilà au départ comment est défini de manière certes très, très machiste, comment est définie la vertu, c'est-à-dire le courage essentiellement, et la force d'âme. C'est ça qu'il faut entendre. Qu'est-ce qui intéresse autant Antisthène ? C'est que la vertu, je le cite, est une arme que l'on ne peut pas nous enlever. Je répète, la vertu est une arme que l'on ne peut pas nous enlever. Alors, est-ce que c'est une confession que nous fait Antisthène d'un disciple qui lui aura arraché son bâton pour lui arracher la tête tout de suite après derrière ? Peut-être, mais par là, je veux dire que ce qui est important pour le philosophe, encore une fois, c'est de n'avoir rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, comme le dit le célèbre adage, on a tout à gagner. Et on est dans une position où, finalement, grâce à la vertu, on ne peut pas m'enlever la vertu, et on ne peut rien, c'est une arme que personne ne peut me prendre. Et contrairement finalement à d'autres positions qui étaient par exemple celle des sophistes à cause du langage, où finalement je peux me faire battre à mon propre jeu. Avec la vertu, ça n'est pas possible. Je suis obligé d'être en accord avec mes pensées et mon discours, autrement je ne suis pas vertueux. Il en vient même, Antisthène, à refuser les lois de la cité au profit des lois de la vertu. Donc vous voyez tout de suite que vertu ne cadre pas avec le sens qu'on peut lui donner aujourd'hui, c'est-à-dire d'honnêteté et de tout ce qui va avec, puisque bon, l'honnête homme, c'est celui qui respecte les lois de la cité, et finalement, si on ne respecte que les lois de la vertu et pas les lois de la cité, on s'expose à être malhonnête. Antisthène ne se cache pas d'avoir des fréquentations malhonnêtes, et bien souvent on lui dit « mais pourquoi tu traînes avec ces hooligans ?» Et il répond ben, finalement les médecins eux aussi traînent bien avec des malades, moi je fais exactement la même chose. Donc le cynique quelque part est supérieur, il est capable de savoir et de distinguer l'or du plaqué or. Et il est capable de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cette vertu morale authentique s'oppose bien évidemment aux conventions sociales et d'où elle vient ? Elle vient de la bouche du cynique, elle vient de la bouche du chien. Donc quelque part, il suffit d'entendre les chiens japper. Pourquoi ? Parce qu'il se suffit à lui-même. Et on en arrive à un autre point important de la vertu antistéenne, c'est-à-dire que il faut se suffire à soi-même. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour être heureux. Tout est là, tout est en moi. Et Antisthène ajoute, les biens d'autrui appartiennent aux sages. Alors j'ai longtemps essayé de réfléchir à cette question. Les biens d'autrui appartiennent aux sages, c'est-à-dire que le sage, par exemple, peut monter dans n'importe quel Cadillac flambant neuve, partir dans un nuage de poussière, il considère que c'est à lui. C'est cette idée d'autosuffisance, c'est-à-dire que tout m'appartient. Alors il ne le dit pas en disant allez voler votre voisin tout de suite et maintenant, mais cette idée d'autosuffisante. Passer brièvement maintenant sur la question des plaisirs et des douleurs, puisque rechercher la vertu c'est peut-être pas forcément quelque chose d'excitant, même si on fait l'amour en public. Antisthène condamne le luxe et le plaisir. Il faut comprendre qu'on est dans des temps de crise, de déficit, de souffrance absolue, qu'on ne peut pas faire autrement. Il condamne le luxe à tel point qu'il dit, si vous voulez insulter quelqu'un, souhaitez que ses enfants vivent dans le luxe. Et c'est vrai que bien souvent, on remarque que ce qu'on appelle des fils à papa ont souvent beaucoup de problèmes, je pense à de la drogue, je pense à bien d'autres choses, ont beaucoup de problèmes parce que ils ont tout ce qu'il faut et finalement ils dégénèrent et
Et c'est là où on veut en venir Antisthène, en disant souhaitez-leur de vivre dans le luxe, vous verrez, ils dégénéreront et ils finiront par en crever tout seuls. Il y a même un éloge de la souffrance physique et de la calomnie. Et il dit entraînez-vous à supporter la calomnie un petit peu mieux qu'on s'entraîne à supporter des jets de pierre, puisque la lapidation à l'époque était un sport national. Pourquoi ? Eh bien, parce que pour Antisthène encore, ce sont des entraînements à la vertu. Un bon petit rhume qui fait bien mal, une petite douleur comme ça en passant, c'est toujours quelque chose de bon à prendre pour la formation philosophique. Alors que les plaisirs, eux, ne font qu'amollir, ne font que fausser en quelque sorte la perception de la réalité, et lorsque des accidents arrivent, encore une fois, accidents au sens étymologique, c'est la débâcle, la perte de gestion totale de soi-même, on ne sait plus où on en est, c'est ce qui préoccupe Antisthène, pardon, il veut éviter le pire. Son éthique est donc bien une éthique des règles de vie pour la vie de tous les jours, hein, et pour les temps durs, les coups durs, les temps de crise. Pour l'amour et le mariage, je passe rapidement, contrairement à ce qu'on pense généralement des cyniques, eh bien les cyniques, donc c'est Michel Onfray qui a un petit peu répandu cette idée à juste titre sur le personnage de Diogène, puisque lui se refuse à avoir une femme et des enfants, eh bien Antisthène lui fait l'éloge du mariage et de la progéniture. La femme doit être forte, je le rappelle, belle, bon c'est logique, mais jusqu'au bout, Antisthène imite le chien, hein, puisque par là, on constitue le clan, la tribu, et la philosophie est là, en quelque sorte, pour cimenter la communauté, la faire s'épanouir, la faire grandir. Et en ça, il n'est pas très original, puisque la plupart des sectes philosophiques de l'Antiquité pratiquent ce mode-là, fondé pratiquement toujours sur la vertu de l'amitié. Hein, c'est le grand thème. Autre point intéressant à noter dans la philosophie d'Antisthène, c'est le refus du savoir théorique et le refus de l'intellectualisme. On a ce livre de Julien Binda dans les années 30, La trahison des clercs, en disant que les intellectuels feraient mieux de s'occuper de ce qui les regarde. C'est un des premiers critiques des intellos. Il dit, les intellos, ça sert à rien. Finalement, pourquoi ? Parce que pour vivre, il faut quoi ? Il faut manger, boire, même pas se raser, c'est même pas nécessaire. Il faut un manteau, une besace, c'est juste ça. Il faut se concentrer sur l'éthique, il ne faut pas se concentrer sur des délires, d'où une sorte de mépris un petit peu, à cette époque-là, en tout cas, ça se comprend, de la science, en disant, ça sert à rien. Hein, pas la peine de vous prendre la tête sur des commentaires de texte. C'était aussi un des exercices rhétoriques de prédilection des sophistes. Ce qui importe, c'est l'essentiel, c'est l'utile, c'est le nécessaire. Et la philosophie, donc, se donne, comme une lutte permanente entre, d'un côté, ce que je pensais être, et d'un autre côté, ce que je veux être, pour aboutir, en quelque sorte, à une victoire sur soi. La philosophie du cynique, c'est une lutte permanente avec soi-même, avec les autres à l'occasion, s'ils viennent chercher la bagarre, mais il s'agit de lutter, et le vocabulaire est là, dans les textes d'Antisthène, on trouve le vocabulaire précis, il s'agit de lutter pied à pied, pas à pas, pour obtenir la vertu. C'est un combat de tous les jours, et j'en arrive en conclusion à cette figure d'Héraclès. Héraclès était, je pense, à mon avis, dans un petit cadre dans le cynosarge, si le cynosarge avait un toit. Donc, vous savez, comme dans les salles de karaté, il y a la photo du maître encadrée. Eh bien, je pense qu'il y avait Héraclès ou une petite statue, je ne sais pas, puisque Antisthène a écrit au moins 3 ou 4 livres sur Hercule. Je ne sais pas ce qu'il a pu y écrire. En tout cas, je résiste pas au plaisir de vous raconter 2-3 événements de la vie d'Hercule qu'on raconte pas souvent. L'un qu'on connaît, c'est l'histoire des 2 serpents, c'est-à-dire que comme Zeus avait commis un adultère, encore un, avec Alcmène, Héra, qui était la sœur de Zeus, a glissé des petits serpents dans le berceau d'Hercule. Qu'est-ce que fait Hercule ? Il les prend, il les étrangle. C'est la moindre des politesses quand on s'appelle Hercule. Donc, premier événement qui montre la force d'Hercule dont s'inspirent les cyniques.
D'autre part, il fait un joli coup, c'est-à-dire que il avait un prof, Hercule, qui s'appelait Linos, et qui était censé lui enseigner les lettres et la musique. Et il a enseigné aussi à Orphée, donc quand même brillant élève. Et le petit Hercule, il est indiscipliné, il est un petit peu turbulent, donc son prof a dû prendre un petit bâton et lui faire « du calme, toi ». Et qu'est-ce que fait Hercule ? Eh bien, je n'invente pas, il le tue à coups de tabouret, ou bien, selon une autre version, à coups de lyre. Alors je ne sais pas comment il fait, mais en tout cas, il s'y est bien pris puisqu'il en est mort. Voyez un petit peu le poids de l'anecdote, c'est-à-dire que pour le cynique, ce qui compte, c'est l'impulsivité. C'est-à-dire que, comme un chien qui se retournerait quand on lui touche sa viande qu'il est en train de déguster, eh bien c'est ça. C'est-à-dire que c'est le coup de mâchoire qui part parce qu'on a emmerdé. Donc finalement, Hercule, lui aussi, est à imiter au même titre que le chien. Un autre, alors celui-là, il est plus croustillant, c'est à 18 ans, il est invité par le roi Thespios, et le roi Thespios compte bien lui faire marier ses filles. Alors, il en a 50. Donc, qu'est-ce que fait Thespios ? Eh bien, chaque soir, il lui en refourgue une, mais Héraclès, qui est un petit peu, à mon avis, bourrin, pense que c'est toujours la même. Donc, il a 50 enfants. D'autres versions disent que... Alors, bon, là, les messieurs dans la salle n'ont qu'à bien se tenir. L'exploit est accompli au cours de 7 nuits. Donc on fait 50 divisé par 7, on a un rendement tout à fait honorable. Et d'autres versions, mais alors je pense que c'était des admirateurs un peu trop ébahis, une seule nuit. Alors bon, il faudrait calculer une nuit, allez, mettons que ça fait 10 heures, 50 en 10 heures, vous avez le rendement de l'homme. Donc 50 enfants qu'on appelle les thespsiades, et le suffixe iade en grec veut dire enfant, donc les fils de Thespios. Bon, les exploits, je ne les rappelle pas, après Astérix, on en a marre, mais il y a un dernier exploit que j'aime bien, qui n'est pas dans les 12, mais qui est sympa, qui est un exploit de recouvrement de fonds. C'est-à-dire qu'Hercule s'est livré à ce joli métier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Le roi Laomédon lui devait de l'argent. Il ne l'a pas payé, bon, pas de problème. Il refuse de lui verser son salaire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il monte une petite expédition pour se faire payer. Le roi, c'est ni plus ni moins le roi de Troie, la célèbre ville qui a donné le cadre à l'Iliade d'Homère. Bon, bien évidemment, il tue le roi, il tue ses fils, il épargne le vieux roi Priam, parce que c'est un roi mythologique, mythique, il n'y a pas besoin d'y toucher. Et il prend son argent. Donc encore une fois, ça nous donne un petit peu l'éthique cynique, c'est-à-dire pas la peine de se prendre la tête, savoir si c'est bien ou si c'est mal. On fait ce qu'on doit faire. Hein, et vous voyez comment la question de la vertu, la question du bien, elle se déplace, elle glisse pour arriver à des choses qui nous apparaîtraient horribles. C'est-à-dire que personne dans la salle n'oserait confesser qu'il a tué quelqu'un parce qu'il lui devait de l'argent. Vous me direz, en Russie, c'est toujours la même chose. Je parlais avec un ami russe qui me disait qu'en Russie, on ne peut pas dire qu'on a des dettes, parce qu'autrement, on passe vraiment pour le moins que rien. Ou alors, il faut dire, depuis, il est en fauteuil roulant. Les interprétations antisténiennes d'Hercule. Éloge de la force mentale et physique, ça vous l'avez compris, j'y reviens pas. Je signale juste qu'Antisthène faisait jusqu'à 40 stades par jour. Donc un stade, vous voyez à peu près ce que ça mesure. Donc il y a à peu près 7 km qui séparaient le Pirée d'Athènes. Et pour aller voir Socrate, il faisait l'aller-retour tous les jours, été, hiver, pas de problème. Donc l'effort physique, il connaît ça. D'autre part, eh bien, encore une fois, l'épreuve, elle nous permet, encore une fois, de nous connaître, de nous rendre plus forts, d'accéder quelque part à une conscience du réel bien déterminée. La souffrance, quelque part, selon Héraclès, d'après les cyniques, nous rend plus forts, et je renvoie encore une fois à un philosophe qui a bien lu les sophistes, qui a bien lu les cyniques, et qui s'appelle Nietzsche, et qui a cette phrase célèbre, puisqu'elle ouvre le très beau film de Conan le Barbare, c'est « Chaque coup qui ne me tue pas me rend plus fort », c'est Nietzsche qui l'a dit, et il l'a piqué aux cyniques, il l'a piqué à Héraclès.
Cette force, selon Antisthène, elle est clé du bonheur. Hein. Sans elle, l'homme est jeté dans une sorte de gouffre, hein, le gouffre de la faiblesse. Voilà, en guise de conclusion, je voudrais dire que l'apport théorique que nous offre Antisthène est assez faible, il faut bien le reconnaître. On n'a rien, on a juste des témoignages qui nous racontent ses apparitions dans différents dialogues, qui nous racontent un petit peu ce qu'il a raconté à droite et à gauche. Donc on n'a pas grand-chose en termes de théorie de la connaissance, comme on pouvait l'avoir chez les sophistes, même si on avait quelques fragments. Mais simplement, Antisthène, je dirais, a le mérite de pointer du doigt la condition humaine. En gros, ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. Hein. Si nous sommes malheureux, c'est que nous nous prenons pour autre chose que ce que nous sommes. Nous sommes des mammifères, nous sommes des chiens, et finalement, vivons comme des chiens, et finalement, nous serons heureux. Voilà je dirais l'injonction antistéenne. Soyons des chiens, agissons comme tels, en mettant nos actes d'accord avec nos pensées, quand cela est nécessaire, et impossibilité d'être malheureux du coup. Voilà. Donc retour à l'animalité, donc. C'est ma conclusion pour ce soir. Voilà. Merci. Et on s'arrête ici.